Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors Shraga, cette semaine, toujours pas de gouvernement et pas beaucoup de Knesset, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis la semaine dernière. Alors on va résumer très rapidement. Le sujet de la semaine, c'est évidemment Binyamin Netanyahou. Voilà, donc jeudi soir dernier, dans une conférence de presse qui sûrement a eu un rating extraordinaire, le conseil juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, a officiellement annoncé qu'il mettait en examen le Premier ministre dans 3 affaires, ce qu'on appelle les dossiers 1000, 2000 et 4000. Dans les 2 premiers, pour abus de confiance et fraude, et dans le 3e, pour abus de confiance, fraude et corruption. Alors c'est une mise en examen. Il y a tout un processus qui va démarrer. En tout cas, ça a fait beaucoup de bruit. Et donc, c'est un coup de théâtre dans la vie politique israélienne, même si beaucoup de gens s'y attendaient. Mais c'est quand même... et c'est historique, puisque c'est la première fois de l'histoire d'Israël qu'un Premier ministre est inculpé. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions qu'on ne va pas résumer maintenant. Mais en tout cas, c'est une espèce de télescopage entre le calendrier judiciaire et le calendrier politique, puisque nous sommes toujours en période d'attente au niveau du calendrier politique, de la Knesset, éventuellement de nouvelles élections. Et donc, après cette annonce, le Premier ministre a tenu à faire, une demi-heure après, un discours qui a été assez offensif, disons. Voilà, on peut dire comme ça. Netanyahou a attaqué directement donc le système judiciaire. Il a affirmé une fois de plus qu'il était innocent et en fait, il a parlé carrément de complot contre lui, de putsch, en l'occurrence, il a utilisé ce terme, un putsch judiciaire politique, donc pour le faire tomber. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre est dans une situation où il peut rester, Avichai Mandelblit l'a confirmé cette semaine, en début de semaine, il peut rester à son poste, il ne doit pas démissionner. Finalement, on est dans un gouvernement de transition. Qu'est-ce que c'est un gouvernement de transition ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Knesset s'est dissoute, c'est auto-dissoute pour la 2e fois cette année, en septembre, donc, le gouvernement doit rester en poste. Mandelblit a rappelé que Yitzhak Rabin, en 77, qui avait été aussi mis en examen pour l'affaire du compte en dollars qui était à l'époque interdit de posséder, est resté Premier ministre jusqu'aux élections de 77, jusqu'à ce que Menachem Begin remporte les élections. Donc là, les appels à la démission qui ont suivi l'inculpation, donc Benny Gantz a tout de suite appelé à ce qu'il démissionne. Il y a eu des appels face aux juges, à la Cour suprême, voilà, pour qu'il démissionne. Mandelblit a mis les choses au point. Tant que c'est un gouvernement de transition, le Premier ministre assure, il n'a pas été condamné de toute façon, on le savait, tant qu'il n'est pas condamné, il peut rester. La question est de savoir dans quelle mesure il va pouvoir maintenant, quelles sont les chances de Netanyahou de pouvoir former un gouvernement. Il nous reste 2 semaines avant le 11 décembre, la date à laquelle la Knesset devra se dissoudre une fois, proposer sa dissolution. Et donc, on va vers des élections. Donc là, évidemment, les chances de Gantz n'ont pas augmenté parce que Benny Gantz n'a pas réussi à obtenir plus de députés. Et il y a peu de chances qu'il en obtienne maintenant qu'il y ait eu des gens qui quittent le Likoud pour rejoindre Benny Gantz sans le bloc, comme Netanyahou était attaché au bloc de droite de 55 sièges. De l'autre côté, on ne voit pas comment Binyamin Netanyahou pourrait maintenant, il a évidemment moins de chances de pouvoir se présenter comme Premier ministre qui va de nouveau former un nouveau gouvernement. Donc les 2 semaines qui suivent, on devrait encore continuer à parler des coulisses de la vie politique, mais moins de celles de la Knesset réellement. Voilà. Et il y a un scénario que le conseiller juridique du gouvernement a évoqué, est vraiment très théorique. Si jamais des nouvelles élections avaient lieu et que Binyamin Netanyahou sortait vainqueur et arrivait à former un gouvernement, qui, comme vous le disiez, n'est pas du tout chose gagnée, est-ce qu'il pourrait à ce moment-là être de nouveau Premier ministre ? Et là, le conseil juridique a un peu botté en touche, on va dire comme ça, en disant c'est une question théorique, le jour où elle se posera, on s'y penchera. Alors, cette mise en examen a provoqué des remous de la classe politique, mais aussi surtout au Likoud, qui en général est un parti très discipliné. Et on voit aujourd'hui quelques fissures, en tout cas, un personnage qui sort du lot, c'est Gideon Sa'ar, qui a toujours été un peu un opposant interne à Binyamin Netanyahou, depuis qu'il est revenu en politique. Et donc, Gideon Sa'ar a demandé des primaires rapides, parce qu'il estime que seul un nouveau président du Likoud pourrait l'emporter de nouvelles élections.
son vœu n'a pas été exaucé puisque le Premier ministre et Chaim Katz, qui est le président du comité central, ont décidé qu'il y aura, oui, des primaires, mais dans 6 semaines. Alors Gideon Sa'ar est un personnage très intéressant et on vous propose, chers auditeurs, les de coulisses faire le portrait. Gideon Sa'ar. Voilà, les coulisses de Gideon Sa'ar. Alors, Gideon Sa'ar, donc d'abord, il est beaucoup plus jeune que Netanyahou. Et en fait, comme beaucoup d'hommes politiques israéliens de droite, il a été proche de Netanyahou. C'est en fait Netanyahou qui l'a mis en avant. Alors, donc Sa'ar, on a dit 52 ans. Bientôt 53. Alors, son vrai nom, alors là, je regarde mes notes, parce que c'est pas évident. Serestensky, donc un peu ashkenaz, vous allez me dire. Ouais. Mais il a une mère d'origine boukharite et un père qui est lui olé d'Argentine. Alors, il a commencé sa carrière politique au défunt parti Atria, donc un parti très à droite qui est dans les années 80 qui a disparu depuis 1992. Et en fait, il a fait une double carrière, comme beaucoup de députés. Ça, c'est intéressant. Quand on regarde le passé des députés israéliens, ils sont très souvent avocats ou journalistes. Et Gideon Sa'ar a fait les deux. Il a même travaillé dans sa jeunesse pour le journal Ha'olam Hazeh, malgré ses opinions de droite. Ha'olam Hazeh, qui est un journal plutôt marqué à gauche, mais c'était surtout un journal d'opposition équivalent d'un Charlie Hebdo israélien de l'époque. Alors, là où il rentre en politique, en fait, plus ou moins, c'est en 1999, à la fin du premier mandat de Netanyahou. Netanyahou le nomme secrétaire du gouvernement. Secrétaire du gouvernement, c'est un poste important, en fait. C'est comme un chef de cabinet, mais de l'ensemble du gouvernement. Sharon le renommera. Donc après, il y a la période d'Ehud Barak, Premier ministre, mais quand Ariel Sharon revient en 2001, il le renomme secrétaire du gouvernement et il devient rapidement une des personnalités du Likoud. Donc il est élu à la Knesset en 2003, pour la première fois. Il rentre comme député et très vite, il devient extrêmement populaire au sein du Likoud, puisqu'il va être élu 2 fois aux primaires du Likoud à la première place. La première primaire auquel il se présente en 2006, il est déjà 5e. Les 2 fois suivantes, c'est en 2009 et en 2013, il est premier et il est vu comme le dauphin, comme le successeur de Netanyahou, de qui il est très proche, donc je le rappelle. En 2014, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais comme souvent dans l'entourage de Netanyahou, les 2 hommes se disputent, et après qu'il ait été ministre de l'Éducation et ministre de l'Intérieur, 2 postes très importants, même si ce pas les premiers postes ministériels, mais c'est 2 postes importants, il décide de se retirer de la vie politique après avoir vivement critiqué la politique du gouvernement, notamment pendant l'opération Tzouketan, l'opération à Gaza, où il reproche au gouvernement de ne pas avoir mis fin finalement au pouvoir du Hamas. Et donc, il se présente à ce moment-là, en fait, comme quelqu'un à la droite de Netanyahou et décide de faire une pause politique qui l'amène pendant un moment, pendant une espèce de silence médiatique, moment où, sur le plan médiatique, justement, il divorce et se remet en couple, puis épouse la célèbre journaliste Geoula Even, qui à ce moment-là est une journaliste très populaire, donc qui est aujourd'hui Geoula Even Sa'ar, puisqu'elle a pris le nom de Sa'ar, et continue de présenter non plus le journal, parce qu'à partir du moment où elle s'est mariée avec Gideon Sa'ar, elle a conflit d'intérêt. Voilà, mais conflit d'intérêt qu'elle a voulu éviter, et elle continue de présenter une émission assez populaire sur l'actualité. Avec Yaron London. Voilà, avec Yaron London. Et donc, il y a quelques mois, il y a 1 an exactement, Gideon Sa'ar dans son retour en politique, et très vite Netanyahou exprime son opposition au retour de Sa'ar. Sa'ar, le dauphin, n'est plus dauphin, tout comme avant lui Moshe Carlon. Et Sa'ar décide non pas de faire une carrière à part, tout seul, comme Bennett ou Carlon, mais de revenir au Likoud, de revenir au sein du Likoud. Et de briguer la présidence. Ouais. Et il se représente aux primaires, où il arrive de nouveau dans les 5 premiers, ce qui surprend beaucoup de monde, beaucoup d'observateurs extérieurs, mais qui au sein du Likoud montre qu'il y a vous l'avez dit, une certaine loyauté. Il y a une loyauté à Netanyahou. Il y a aussi une loyauté à des gens comme Carlon ou Sa'ar, qui ont grandi au sein du parti, qui ont fait beaucoup pour l'image du parti. Alors Gideon Sa'ar, qui a évidemment, peut-être pas évidemment, mais n'a pas le charisme de Netanyahou, reste un homme qui est droit, sur lequel il n'y a aucun soupçon de corruption, et qui est un homme qui a une expérience politique importante. Sa'ar, tout de suite, a annoncé qu'il est prêt à remplacer Netanyahou quand le jour sera venu, et jeudi soir, tout de suite, Sa'ar, après l'inculpation de Netanyahou, annonce son intention, de se présenter contre Netanyahou
au sein du Likoud, insiste pour avoir des primaires, et la campagne est lancée, on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc, à défaut d'amener la Géoula, comme certains ironisent, utilisant le nom de son épouse, Gideon Sa'ar se lance en campagne. Alors, est-ce que dans 6 semaines, est-ce qu'il va remporter les primaires? C'est peu probable, surtout si Netanyahou se présente, parce que Netanyahou était encore extrêmement populaire au sein du Likoud, malgré l'inculpation. Mais c'est sûr que Gideon Sa'ar est une personnalité de l'avenir de la politique israélienne. On peut dire que Sa'ar souhaite tenir le guidon. Pas mal. Bien. Alors, on va arriver à notre rubrique rose et cactus, mais cette fois-ci dans une formule un peu différente, puisqu'il ne s'agit pas de donner une opinion, mais plutôt de décrire un peu quelles sont les positions dans la population par rapport à Binyamin Netanyahou après son inculpation, sa mise en examen. Et donc, on a choisi de donner la rose et le cactus au Premier ministre en exposant un peu ce qui se dit. Le sentiment, c'est que les Israéliens, depuis jeudi, ont donné au Premier ministre, certains ont donné une rose, d'autres un cactus, et finalement, on va essayer d'expliquer pourquoi finalement le Premier ministre mérite ces 2 plantes. Voilà. Alors, la rose, je regarde. La rose, si on résume un peu le sentiment qu'on observe dans certains milieux de la population en tout cas, c'est que Binyamin Netanyahou est une victime finalement d'un acharnement politico-judiciaire, que finalement les fautes qu'il aurait commises sont minimes par rapport à son actif. Même Benny Gantz le reconnaît d'ailleurs, que c'est pas à une personne qui n'est pas élue, en l'occurrence le conseiller juridique du gouvernement, de décider de démettre un Premier ministre, que c'est aussi, vu la situation sécuritaire extérieure, que c'est quand même le plus expérimenté. Et, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire que Binyamin Netanyahou serait nécessaire aujourd'hui pour garder les rênes du pays, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait un verdict, parce qu'il ne faut pas oublier, comme vous l'avez dit au début, qu'au niveau juridique, au niveau légal, il peut tout à fait rester au pouvoir, si le peuple évidemment lui donne la possibilité, jusqu'à ce qu'il y ait un verdict absolu, même après la Cour suprême, donc ça peut prendre des années. Donc si vous voulez, ceux qui accordent la rose à Binyamin Netanyahou, finalement, ils ont comme argument plutôt, en résumé, un acharnement juridique, médiatique, et aussi les acquis de Netanyahou qui, selon eux, pèsent beaucoup plus que du champagne ou des cigares voilà. Alors le cactus. Le cactus à Netanyahou lui est donné par ceux qui rappellent que quand Olmert, Premier ministre, avait été accusé de corruption, et avant son inculpation, et dès que les soupçons ont pesé sur lui, Netanyahou s'était exprimé, une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux et que ramène énormément d'opposants au Likoud et à Netanyahou, rappelle que Netanyahou avait dit un Premier ministre en poste ne peut pas gérer à la fois les affaires de l'État et des soupçons de corruption. Il doit démissionner, c'est ce que Olmert a fait, c'est pour ça qu'Olmert, qui finalement a été condamné à plusieurs années de prison pour corruption, l'a fait il a été condamné alors qu'il n'était plus Premier ministre. Donc ça, c'est le cactus par rapport à l'argument choc. L'autre étant que son discours principalement a choqué énormément de gens, y compris au Likoud, car au lieu de dire « je n'ai rien fait », parce qu'il n'a pas dit qu'il n'a rien fait, en fait, finalement, il dit « c'est des fautes mineures, c'est pas des choses qu'on va démontrer qu'elles ne méritent pas une condamnation », et qu'il a provoqué, selon certains de ses adversaires, un climat de guerre civile à un moment où on a besoin justement d'un gouvernement d'union nationale, et qu'il a en fait mis fin par son discours à l'idée d'un gouvernement d'union nationale en attaquant dans tous les sens, notamment, vous l'avez dit, politico-judiciaire, donc en tirant des flèches dans tous les sens, tout en rappelant, y compris ceux qui rappellent qu'en effet Netanyahou a beaucoup de mérite et que ces 10 dernières années, Netanyahou a mené le pays sur le plan économique, politique, à des résultats inespérés, diplomatiques qui n'ont jamais arrivé, dans l'histoire de l'État d'Israël. Certains disent il est temps qu'il s'en aille, et donc lui ont décerné le cactus que cette semaine nous avons laissé au public israélien la possibilité de décerner. Voilà. Et l'avenir dira si on va plus vers la rose ou plus vers le cactus. Voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà. Merci Mickaël. Au revoir Mickaël. Au revoir chers auditeurs. Merci.